Bonjour, mesdames et messieurs, et bienvenue à votre émission spéciale sur les élections provinciales 2018 dans votre circonscription Hochelaga-Maisonneuve. Au cours de cette émission, nous vous présenterons 4 entrevues effectuées auprès des candidats députés provenant des principaux partis politiques dans la circonscription d'Hochelaga-Maisonneuve. Nous discuterons avec eux des enjeux principaux qui touchent votre quartier, mais également des enjeux secondaires nationaux. Il est à noter que l'ordre de passage des candidats a été déterminé au hasard selon un tirage effectué un peu plus tôt aujourd'hui. La première personne que nous interviewerons sera Carole Poirier du Parti québécois. La deuxième sera Sarah Beaumier de la coalition Avenir Québec. La troisième sera Julien Provencher-Proulx du Parti libéral du Québec. Et finalement, Alessandre Leduc de Québec solidaire. Tout d'abord, merci d'avoir accepté notre invitation, Mme Poirier. Ça me fait plaisir, c'est avec un grand plaisir. Merci. De manière brève, selon vous, pourquoi votre parti devrait-il être élu le 1er octobre? Écoutez, je pense que le Parti québécois a la meilleure plateforme. Vous savez, cette plateforme-là, elle est faite par les membres. C'est des dizaines de milliers de personnes qui, depuis les dernières années, se sont réunies, ont établi les priorités du Québec et dans un fort consensus, on a établi cette plateforme et duquel on a sorti des priorités pour prendre des engagements dans la présente campagne. Et je pense que ces engagements-là, ils sont près des gens. Ils sont là pour définir justement qu'est-ce que devrait être le Québec de demain. Parfait. Et de manière peut-être un peu parallèle, quel est votre parcours personnel qui, jusqu'à présent, vous a amené, dans le fond, dans le domaine politique? Bien, moi, je suis une petite fille d'Hochelaga. J'ai fait toute ma jeunesse ici. J'ai débuté en politique dans les années 90 aux côtés de Louise Arel. Et j'ai décidé de me présenter en 2008. Alors, c'est ma 4e élection déjà en moins de 10 ans. Et j'ai toujours la même passion, la même volonté de servir. Mon but, c'est de servir les citoyens d'Hochelaga-Maisonneuve. Mais conséquemment, quelles sont les raisons qui vous amènent, dans le fond, ou qui vous motivent à vous représenter de nouveau pour l'élection du 1er octobre dans Hochelaga-Maisonneuve? Écoutez, il y a tellement de beaux projets sur la table actuellement et j'ai cette volonté de continuer à être au service des citoyens de Hochelaga-Maisonneuve, au service des organisations communautaires du quartier et des petites entreprises qui choisissent maintenant Hochelaga. Alors, ma raison principale, c'est de poursuivre ce cheminement-là au service de la population. Parfait. La première question concerne l'offre de transport dans Hochelaga-Maisonneuve. Devant des besoins en transport qui sont toujours aussi omniprésents dans la circonscription d'Hochelaga-Maisonneuve et devant une demande de mobilité qui s'est encore plus diversifiée, que l'on pense au transport commun, l'autopartage, à la bicyclette et même à la marche, quel serait, selon vous, le projet de transport que nous devrions favoriser en premier? Bien, vous savez, actuellement, le Parti québécois propose le grand déblocage. Alors, c'est un vaste projet, c'est une vision globale financement du transport sur l'ensemble de Montréal. Mais ce que ça veut dire à notre proximité, à nous, bien, c'est le SRB P9 qu'on va enfin développer. Mais nous, on veut l'amener jusqu'au centre-ville, parce que partir de Laval, aller jusqu'au centre-ville, imaginez les communes limitantes, c'est 70 000 personnes qui pourraient utiliser ce transport-là. On veut aussi mettre un tram sur la rue Saint-Laurent parce que la ligne orange actuellement, elle est complètement congestionnée et avec les travaux qui se font actuellement sur tout le développement du train de deux montagnes, bien, c'est la ligne orange qui paye pour. On a déjà de la misère à arriver dedans et si le REM se fait, comme les libéraux veulent le faire, c'est tout le train de l'Est qui va se déverser dans la ligne orange. Alors, il nous faut une ligne alternative et nous, à court terme, on est d'accord avec la ligne orange de la mairesse Plante, mais à court terme, on veut mettre un tram sur la rue Saint-Laurent pour faire en sorte qu'il y ait une alternative. Il faut développer notre réseau aussi dans l'Est en faisant une jonction entre le futur métro Anjou et Radisson et un tram qui irait jusqu'au bout de l'île parce que, je ne sais pas si vous l'avez essayé, aller à Pointe-aux-Trembles en bus, c'est 1 heure. C'est plus facile à la Longueuil que d'aller à Pointe-aux-Trembles. Alors, il n'y a pas de raison. Le développement économique de l'Est a besoin de transport. Alors, il faut amener un tram
jusqu'à l'autre bout de l'île. Quels sont vos plans pour revitaliser, dans le fond, de l'artère ou l'avenue Notre-Dame? Bien, écoutez, la rue Notre-Dame, c'est la mal-aimée depuis les années 70. Plusieurs projets ont été soumis. On était toujours dans l'autoroute. Les citoyens n'en veulent pas d'autoroute, c'est aussi simple que ça. Ils veulent un boulevard urbain. Alors, il faut se redonner ce plan de boulevard urbain. Dans la partie Maisonneuve, on a un enjeu important qui est la sortie Soulny, l'Assomption, qui est un enjeu qui actuellement divise les gens. Je dirais, divise d'un côté les citoyens et de l'autre côté la Ville et le ministère des Transports. Moi, je suis sur le côté des citoyens et il n'est pas question qu'on passe une autoroute à proximité des résidences des gens de la coop Vie-aux-Villes et d'une résidence de personnes âgées, Grace Dark. Parfait. Maintenant, nous allons passer à la deuxième question qui concerne le logement et la mixité sociale. Selon vous, quelles seraient les meilleures mesures que le Québec pourrait prendre pour assurer à la fois une offre de logement abordable dans des quartiers appelés à se gentrifier, tels que Hochelaga-Maisonneuve, et à la fois assurer une meilleure mixité sociale? Rappelons-le, mixité entre deux types de citoyens qui possèdent deux types de revenus différents. Tout à fait. Et ça, c'est l'enjeu. C'est l'enjeu principal, la mixité. Il faut garder cette mixité. Et tous les projets de logements sociaux qui ont vu jour dans les 10 dernières années ont été justement pour favoriser cette mixité entre les gens à faible revenu et des gens plus de classe moyenne. Alors, la coop, par exemple, d'habitation permet justement cette mixité-là. Et moi, j'ai beaucoup travaillé à développer plusieurs projets de coop. On en a un ici à proximité qui va voir le jour sur les terrains de la STM, qui est un immense îlot de chaleur présentement. On va y construire du logement social, du logement abordable, du logement privé en tant que tel. Alors, c'est cette mixité-là. Vous savez, la société, c'est pas de mettre les pauvres d'un côté puis les riches de l'autre côté. C'est de faire en sorte que toutes les personnes puissent vivre dans un quartier, mais les uns à côté des autres, sans qu'on isole un et qu'on isole l'autre. Bien au contraire, la vie, c'est la vie de partage, c'est ça le vivre ensemble. Et moi, c'est ce genre de projet-là que je favorise. Parfait. Conséquemment, est-ce que vous croyez qu'il faudrait restreindre la construction de condominiums ou de résidences luxueuses dans certains districts ou certains districts spécifiques de Hochelaga-Maisonneuve? Pas du tout. Pas du tout. Pas du tout. Non, la mixité, là, Hochelaga et Maisonneuve avaient été construits comme ça à l'époque. Maisonneuve, c'était les propriétaires, c'était les entrepreneurs, c'était les notables qu'on appelait. Il faut bien voir la rue La Fontaine, la rue Adam, ces belles grandes résidences qui étaient les résidences des riches. Moi, qui étais une petite fille d'Hochelaga, aller dans Maisonneuve, c'était aller chez les riches. Moi, je ne veux plus jamais vivre ça. Moi, je pense qu'un quartier, ça doit représenter sa population. Oui, il y a des gens qui ont plus de moyens. Oui, il y a des gens qui en ont moins. Au coin de Pineuf et Ontario, il y a des condos qui valent 1 million de dollars, mais qui sont au-dessus du village valeur. Alors, vous voyez comment on peut réunir des extrêmes dans une mixité et faire en sorte, justement, que le voisinage devienne une réelle cohabitation. Et c'est là-dessus qu'il faut travailler. Et plus les gens qui sont dans la difficulté vivent aux côtés de ceux qui ont plus les moyens, et plus l'entraide s'installe, et plus, justement, cette dynamique de voisinage permet, justement, une meilleure mixité. Parfait. Donc maintenant, pour la prochaine question, nous allons parler de revitalisation du système éducatif. Qui en a bien besoin. Face à un décrochage scolaire pouvant avoisiner près de 60 % dans la circonscription, les données ont été fournies par les données 2017 par le réseau Réussite Montréal. Quelles actions préconisez-vous pour contrer ce phénomène dans la circonscription de Hochelaga-Maisonneuve? C'est un réel problème. C'est un réel problème. Vous savez, nos enfants, en 2012, nos enfants du primaire, de 3 écoles primaires ont été chassés du quartier parce que leur école était insalubre, était pleine de moisissures. On avait des enfants malades. Aller à l'école rendait malade. Vous voyez comment c'est un paradoxe complètement inacceptable. Alors, il faut faire dans un premier temps plusieurs choses. S'assurer que les institutions dans lesquelles on envoie nos enfants sont saines et qu'on n'est pas dans des institutions vétustes avec de la moisissure ou de la contamination. Alors, il faut donner un cadre physique agréable à nos enfants et surtout un cadre qui nous permet d'avoir des enfants en santé. Deuxièmement, il faut valoriser le rôle de l'enseignant. On a choisi un nouveau modèle d'école, l'inclusion des enfants différents, mais on a oublié de donner les moyens. Alors, les professeurs se retrouvent avec des classes très, très difficiles à gérer. Et qu'est-ce qu'ils font? Bien, ils abandonnent. Ils font des dépressions, ils tombent malades ou ils abandonnent tout simplement.
Alors, on n'est pas mieux doté à ce moment-là. Et dernière chose, il faut s'assurer que les budgets sont là. Fini jouer au yo-yo avec les budgets en éducation. Au Parti québécois, on a déjà déposé un projet de loi sur le bouclier budgétaire, un bouclier qui va venir dire, voici le budget de l'éducation, mais on va demander à la vérificatrice générale de nous identifier les coûts de système. Parce que c'est beau indexer selon le coût de la vie, mais le coût de système, il est bien des fois au-dessus de l'indexation. Par exemple, c'est le gouvernement qui négocie les conventions collectives des professeurs. Alors, je peux bien négocier la convention avec une augmentation de 2 mais si je donne à la commission scolaire 0,01 comme l'ont fait les libéraux dans les premières années, bien, ça veut dire que la commission n'est pas capable de payer les salaires de ses propres employés négociés par quelqu'un d'autre. Alors, le bouclier budgétaire va venir faire en sorte que les budgets planchers et avec les coûts de système vont être prévus et ne pourront pas être coupés par quelque gouvernement que ce soit. Ce sera une loi comme la loi anti-déficit, une loi solide pour venir protéger nos tout-petits qui ont souffert dans les dernières années. Parfait. De manière brève, Mme Poirier, quelles actions préconisez-vous pour améliorer les milieux de vie que sont les écoles primaires et secondaires? Bien, c'est exactement ça. Alors, en prévoyant les budgets à l'avance, en donnant des seuils de professionnels. Vous savez, dans nos écoles, on manque d'orthopédagogues, on manque d'orthophonistes, on manque de psychologues en tant que tels, parce que justement, cette mixité-là dans les classes fait en sorte qu'on a des tout-petits qui ont des grands besoins et qui actuellement, pour avoir droit à un service, doivent avoir droit à un diagnostic. Malheureusement, on n'a pas de diagnostic parce qu'on n'a pas de professionnels. Parfait. Donc, merci. Nous allons passer à la prochaine question, si vous permettez. Il s'agit de l'obtention de soins de santé répondant aux besoins des citoyens. Face à la situation qui prévaut dans la circonscription de Hochelaga-Maisonneuve, vis-à-vis de l'obtention des soins de santé disponibles et adéquats pour ces citoyens, selon vous, quelles seraient les meilleures mesures qu'on pourrait mettre en place? Bien, plusieurs choses. Alors, vous savez que ça fait depuis 1 an et demi que je fais signer des pétitions. On a donné des cartes aux ministres. J'ai posé je ne sais plus combien de questions à l'Assemblée nationale pour avoir des médecins dans Hochelaga-Maisonneuve. Alors, cette semaine, c'était notre 12e rassemblement. On en a fait un tous les mois, beau temps, mauvais temps, sous la pluie, la neige, la grêle. On a vraiment tout affronté. 15 minutes avant le 12e rassemblement, j'ai eu un appel téléphonique, 5 médecins. 5 médecins s'en viennent s'établir dans le CLSC Hochelaga-Maisonneuve. Alors, on est content. Et en plus, on vient d'être reconnu comme une zone prioritaire, justement pour faire arriver des médecins. Vous savez que dans Hochelaga, il ne reste que 2 médecins pour faire du sans rendez-vous. C'est une catastrophe. 50 de la population n'a pas de médecin de famille. Alors, on est devenu une zone prioritaire. 5 jeunes finissants vont arriver dans Hochelaga. Je suis très contente de ce mouvement citoyen que j'ai parrainé et qui a donné des résultats. On s'est fait entendre. Conformément à votre réflexion personnelle et selon les orientations de votre parti, est-ce que le système de rémunération des médecins omnipraticiens actuels est adéquat ou, selon vous, devrait être amélioré? Bien, pour nous, c'est très clair. C'est un gel de la masse salariale des médecins. C'est aussi fin à l'incorporation. La santé est devenue une business pour les médecins. Il faudrait que les médecins se consacrent à une chose, soigner les patients. Et ce que l'on souhaite, c'est le retour des médecins dans les CLSC et faire en sorte que de donner aussi plus de rôle aux 200 000 professionnels qui accompagnent ces médecins-là et qui, malheureusement, ne peuvent rien faire sans la signature du médecin. Ça va être fini. On va donner plus d'autonomie aux professionnels. Parfait. Donc, Mme Poirier, voici ce qui conclut notre premier bloc, soit l'ensemble des dossiers principaux que nous avons sélectionnés. Merci. Maintenant, je vous propose d'aborder immédiatement 3 dossiers préoccupants qui retiennent non seulement l'attention des concitoyens de la circonscription de Hochelaga-Maisonneuve, mais aussi, de manière plus large, les Québécois et Québécoises. Conséquemment, nous retrouverons l'avenir du Parc olympique à Montréal, l'amélioration de notre environnement, le financement des télévisions communautaires. Il est à noter que chaque candidat aura 2 minutes maximum pour répondre à 3 thèmes plus vastes. Ces thèmes seront composés uniquement d'une question et aucune question secondaire ne sera posée. Donc, Mme Poirier, la première question concerne le Stade olympique. Le Stade olympique est un élément incontournable, autant pour sa signature visuelle à Montréal, autant dans l'imaginaire des Québécois. Pourtant, cet édifice que l'on qualifie à la fois de majestueux et controversé est sous-utilisé.
Conséquemment, selon vous, selon votre perception, selon les grandes lignes de votre parti, quel serait le développement que vous aimeriez apporter au Parc olympique de Montréal pour accroître son utilité? Vous savez, le Parc olympique, c'est un joyau. Oui, il est mal aimé. Oui, il nous a coûté beaucoup trop cher, mais il est là et il faut qu'il soit rentable maintenant pour sa population. Le gouvernement a finalement annoncé un toit. Donc, on va finir par pouvoir utiliser le toit, le stade en tant que tel, 365 jours par année. Ça, c'est une excellente nouvelle. Dans un deuxième temps, Desjardins est venu installer ses nouveaux bureaux dans la tour olympique, qui, elle aussi, avait été construite, mais sans aucune utilité. Maintenant, il y a 1000 employés de Desjardins qui y travaillent tous les jours. Alors, on voit bien qu'il y a un renforcement de l'utilisation de cet équipement. Mais là, il faut faire en sorte de l'animer. Et moi, j'ai très confiance aux gens qui sont là actuellement à la direction du stade. Et quand je vois 20 000 personnes chaque année au concert de Nagano sur le parvis olympique, bien, je me dis que c'est un équipement qui sert à tous. Parfait. Donc, bien, merci. On va passer maintenant à la deuxième question. Il s'agit, ou ça concerne l'environnement d'Hochelaga-Maisonneuve et l'environnement mondial. L'automne 2017 et l'été 2018 ont été particulièrement chauds, pour ne pas dire accablants. Pour plusieurs, cet événement serait dû à un réchauffement climatique omniprésent à notre mode de vie ainsi qu'à notre rythme de consommation. Conséquemment, encore une fois, selon votre perception et selon les grandes lignes directrices de votre parti, quelles seraient les actions que vous aimeriez entreprendre dans Hochelaga-Maisonneuve? Mais attendez, actions qui, précisons-le, amèneraient une réduction de notre empreinte écologique, non seulement pour notre circonscription, mais également pour l'environnement mondial. Tout à fait. Ça devrait être la question de l'heure. L'environnement, c'est l'échéance dans laquelle on s'est engagé il y a maintenant quelques années que personne ne prend au sérieux, malheureusement. Le Parti québécois, notre programme, il est très clair. On a été souligné par Équiterre et par la Fondation Suzuki comme le plus ambitieux des programmes politiques dans la présente campagne. On a un programme qui veut mettre fin justement à cette progression de la voiture. On veut aller plus vers la voiture électrique. On veut diminuer de façon importante, avec le grand déblocage, le nombre de GES que le REM ne nous prévoit pas. Et un projet extraordinaire, les serres sur les toits des entreprises, tous les bâtiments commerciaux et résidentiels et industriels, construire des serres pour justement aller vers l'autosuffisance alimentaire des citoyens. On a trop de déserts alimentaires. Nos fruits et légumes qui arrivent par la Californie, qui ne coûtent rien, mais pourquoi on n'en ferait pas pousser chez nous et justement aller dans une souveraineté alimentaire qui ferait en sorte que les îlots de chaleur disparaîtraient des toits de nos édifices et qu'on pourrait assurer justement un meilleur approvisionnement en fruits et légumes. Alors, je pense que c'est une belle combinaison de solutions. Oui. Donc, notre dernière question. Le milieu de la télévision communautaire souffre bien souvent de précarité financière et chaque station de télévision est dépendante de redevances diverses. À titre d'exemple, le 1er juillet 2017, Télévision communautaire Frontenac s'est vu amputer son budget d'opération de plus de 54 suite à une délibération du Conseil de la radio-télévision des télécommunications du Canada, soit le CRTC. Pourtant, nous sommes le seul média qui permet d'offrir une information locale et de qualité aux résidents des circonscriptions Sainte-Marie-Saint-Jacques et Hochelaga-Maisonneuve. Conséquemment, quelles seraient les mesures que vous pourriez mettre en place pour assurer la continuité et la stabilité des télévisions communautaires au Québec et plus particulièrement Télévision communautaire Frontenac? Mais je vais vous répondre en deux temps. Un premier temps, moi, je me suis battue avec la télévision communautaire Frontenac versus Ottawa et versus les grands médias pour nous assurer que cette décision du CRTC, nous l'avons contestée et j'étais en appui avec l'équipe de la télévision Frontenac. Dans un deuxième temps, il faut que la culture et la communication redeviennent tout simplement des pouvoirs qui sont dédiés à Québec. La souveraineté du Québec, ça veut dire ça aussi. Avoir plein pouvoir sur nos communications et ne plus dépendre des décisions du CRTC qui sont prises pour l'ensemble du Canada et qui ne reflètent pas les réalités québécoises, bien, ça donne des résultats comme on l'a vu pour la télévision communautaire et les autres télévisions. Alors, il faut que les médias communautaires soient considérés comme les autres médias. Et quand on voit aussi des gouvernements octroyer des sommes de millions de dollars à des médias privés
sans aucune compensation pour les médias communautaires, bien, c'est scandaleux. Alors moi, je vais vous dire, un Québec souverain, avec les pleins pouvoirs en culture et en communication, reconnaîtra à plein pouvoir ces médias communautaires. Parfait. Donc, la dernière chose que je vais vous demander, Mme Poirier, si vous êtes porté au pouvoir le 1er octobre, quel sera le premier geste que vous allez poser à titre de député de la circonscription d'Hochelaga-Maisonneuve? Je vais m'assurer que le CLSC soit ouvert 7 jours par semaine et qu'il y ait une clinique ici dans les Tours Frontenac pour avoir des médecins et des infirmières pour la population des Tours. Parfait. Carole Poirier, merci d'avoir participé à cette émission. Merci, ça me fait plaisir. Parfait. Bien, tout d'abord, merci d'avoir accepté notre invitation, Mme Beaumier. Avec plaisir. De manière brève, selon vous, pourquoi votre parti devrait-il être élu le 1er octobre 2018? C'est la question, Jean-Frédéric. La Coalition Avenir Québec, c'est un parti qui est assez jeune, hein? C'est un parti qui a 6 ans, qui s'est d'abord défini comme étant un parti qui voulait casser la lutte traditionnelle entre le fédéralisme et la souveraineté. Ça, c'est la première chose qui, moi, me séduit chez la coalition parce qu'en fait, on ne parle pas d'une chicane constitutionnelle. On est en train de parler de comment est-ce qu'on peut régler les problèmes des gens au quotidien. Puis ça, c'est, à mon avis, quelque chose de très fort à la coalition. Puis la deuxième chose, je dirais plus globalement, la composition des membres de la Coalition Avenir Québec est vraiment impressionnante. C'est des gestionnaires, c'est des gens qui ont des expériences variées dans le communautaire, c'est des médecins, c'est des gens qui ont vraiment une très grande expérience. Ce n'est pas des grands politiciens de carrière pour la plupart, c'est vraiment des gens qui ont une belle expérience et qui vont beaucoup apporter au Québec. Donc le mix de meilleures idées et de bonnes pratiques, à mon avis, c'est ce qui fait la force de la coalition. Et en parallèle, j'aimerais vous poser cette question-ci. Quel est votre parcours personnel qui vous amène justement à faire de la politique? Mon parcours personnel, bien, c'en est justement un peu un comme celui-là. C'est-à-dire que moi, je me suis plutôt démarquée au niveau de mes études. Donc, j'ai étudié en statistique et en marketing au HEC. J'ai fait carrière dans les milieux pharmaceutiques et puis ensuite de la publicité. J'ai toujours adoré la politique. C'est quelque chose qui, aujourd'hui, d'un point de vue professionnel et personnel, tout était aligné pour que je puisse venir contribuer. Là. Parfait. De manière très, très brève, Oui. Est-ce que vous pourriez me donner une raison pourquoi ou qu'est-ce qui vous motive à ce moment-là à vous présenter dans Hochelaga-Maisonneuve? Une seule. Une seule. Bien, c'est sûr que moi, je suis prestataire de services dans Hochelaga-Maisonneuve. J'adore la circonscription. Pour moi, il y a beaucoup à faire ici. Puis Hochelaga mérite enfin d'être représenté au pouvoir, à mon avis. Parfait. Maintenant, dans notre premier thème, l'offre de transport, devant des besoins en transport qui sont toujours aussi omniprésents dans la circonscription Hochelaga-Maisonneuve et devant une demande de mobilité qui se bonifie, qui se diversifie, que l'on pense au transport en commun, à l'autopartage ou à la bicyclette et même à la marche, quel serait, selon vous, le projet de transport que nous devrions favoriser en premier dans Hochelaga-Maisonneuve? Puis vous faites bien de le mentionner parce que c'est sûr que la politique provinciale, c'est habituellement la recherche de solutions qui sont à plus grande échelle. Mais c'est vrai que Hochelaga-Maisonneuve est assez unique parce que c'est l'endroit au Québec où où on prend le plus les transports en commun. Donc, c'est vrai que c'est important de s'attarder à ça quand même assez individuellement. Je dirais qu'une des choses qu'on veut faire pour l'Est de Montréal, qui va beaucoup aider Hochelaga-Maisonneuve, c'est le tramway de l'Est. Donc, c'est un tramway qui part de la pointe de l'île et qui s'en va au centre-ville, et qui a un arrêt à Radisson. Et l'idée derrière ça, c'est vraiment de venir désengorger les rues d'Hochelaga. Donc, il y a 2 effets bénéfiques, c'est-à-dire qu'il y a une offre de transport en commun et ensuite, il y a moins de voitures dans les rues dans Hochelaga. Et ensuite aussi, ça serait d'ajouter la ligne d'autobus rapide qui fait plusieurs années qu'on en parle sur P9, mais vraiment qui est, à notre avis, quelque chose qui doit se passer là, le plus vite possible parce que c'est vraiment quelque chose qui rapidement bouge les gens et rapidement répond à un service. Il n'y a rien de pire qu'attendre l'autobus l'hiver avec ses enfants. C'est vraiment quelque chose qui rapidement pourrait améliorer la qualité de vie des gens. Et concernant l'avenue Notre-Dame,
Est-ce que vous avez des développements à ce moment-là à proposer? Ben oui, en fait, l'avenue Notre-Dame, ça fait plusieurs années, puis je comprends les gens d'Hochelaga d'être un peu exténués là, d'entendre les promesses, mais pour nous, les plans de la rue Notre-Dame, d'en faire un boulevard moderne, sont achevés, sont suffisants et ce projet-là doit se réaliser. Et donc, essayer de diminuer la circulation sur Notre-Dame, de redonner l'accès au fleuve, ça, c'est un grand projet que notre chef, M. Legault, chérit et dont il parle depuis plusieurs années. Et la rue Notre-Dame, c'est exactement ça. C'est une rue qui donne sur le fleuve. Il faut que cette rue-là soit l'ouverture, la porte au fleuve qu'elle doit être. Donc, on projette de transformer ça en boulevard urbain, moderne, où on peut potentiellement même penser habiter, ouvrir des commerces et vraiment où il y aurait une vie beaucoup plus dynamique qu'en ce moment-là. Parfait. Nous allons maintenant passer au deuxième thème, qui est le logement et la mixité sociale. Selon vous, quelles seraient les meilleures mesures que le Québec pourrait prendre pour assurer à la fois une offre de logement abordable dans des quartiers à place gentrifiée, tels qu'Hochelaga-Maisonneuve, et à la fois assurer une meilleure mixité sociale? Et rappelons-le, le terme mixité sociale entre deux types de citoyens possédant deux types de revenus différents. Oui, c'est une très bonne question et puis c'en est une qui est quand même assez complexe et puis il y a plusieurs intervenants qui regardent la chose de différentes façons. Hein. Donc, il y a le municipal qui a une partie de la réponse, évidemment le communautaire qui a une partie de la réponse. Et puis, dans le vivre ensemble, il y a aussi beaucoup, je pense, des approches finalement de partage qui font qu'il y a une certaine réponse. Donc, ce que nous, on propose de faire à un niveau provincial, c'est bien entendu d'écouter les intervenants qui ont déjà amené des pistes de solutions. Puis je pense que c'est ça le bon rôle pour un gouvernement provincial dans un enjeu qui est très local, c'est de dire, bien, le municipal a regardé ça de cet angle-là. Eux promettent 12 000 nouveaux logements sociaux et nous, on va appuyer ça. Ensuite, regarder comment les organismes communautaires peuvent revaloriser les gens qui se sentent peut-être déplacés ou brimés dans leurs droits et dans leur liberté et comment est-ce qu'on peut répondre à ça. Puis ensuite, il y a un troisième phénomène qui est vraiment intéressant, dont on ne parle pas souvent, c'est l'apport des nouveaux arrivants dans ces organismes communautaires-là. Donc, souvent des gens qui arrivent avec une expérience de vie différente, d'avoir vécu ailleurs, peut-être aussi des expériences de travail, de l'éducation, qui ensuite viennent contribuer à la vitalité des organismes communautaires, puis qui peuvent vraiment aider finalement à recoller tout ça, puis à finalement arriver à un mieux vivre ensemble. Et donc, je ne pense pas qu'il y a une réponse magique à court terme, mais nous, on est vraiment dans l'optique de travailler avec les intervenants qui ont des solutions présentement sur le terrain. Mais en conséquence, est-ce que vous croyez qu'il faudrait restreindre, dans le fond, la construction de condominiums ou de logements haut de gamme dans certains districts d'Hochelaga-Maisonneuve? Bien, nous, on pense que c'est vraiment une question de proportion. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait des endroits, il faut qu'il y ait, dans le fond, une bonne proportion de nouveaux logements qui peut-être se vendent un peu plus cher et des logements sociaux. Et tout ça favorise le mieux vivre ensemble. C'est-à-dire qu'on empêche la construction de ghettos, finalement, où il y aurait seulement des condos ou seulement des logements sociaux. L'idée, c'est vraiment, pour utiliser votre terme, d'avoir une véritable mixité. Parfait. Donc, nous allons passer maintenant au troisième thème, qui est la revitalisation du système éducatif. Et vous allez voir, c'est assez particulier. Face à un décrochage scolaire pouvant avoisiner près de 60 % dans la circonscription, et les données ont été fournies par le réseau Réussite Montréal en 2017, quelles actions préconisez-vous, dans le fond, pour concentrer ou pour contrer ce phénomène dans la circonscription d'Hochelaga-Maisonneuve? À la Coalition Avenir Québec, oui. on a regardé ce qui est arrivé avec le système de l'éducation depuis les 15 dernières années et ça nous attriste beaucoup. C'est sûr que j'ai joint le parti récemment et moi, en tant que maire, c'est vraiment quelque chose qui m'a choqué. Le fait que c'est un endroit où on s'est permis de couper. C'est un endroit où on a fait des promesses et où on ne les a pas tenues. C'est devenu des priorités qui n'en étaient pas. On a parlé du décrochage des garçons. Ça fait combien de temps qu'on parle du décrochage des garçons? Le phénomène est encore plus concentré dans Hochelaga-Maisonneuve et c'est, à mon avis, vraiment le résultat d'un échec.
Vous savez que M. Legault a été à une époque ministre de l'Éducation et qui s'est entouré d'une équipe de gens de l'éducation extrêmement formés et donc qui ont un plan très, très solide exactement pour ça. Et ça part de la petite enfance, évidemment. Donc, l'idée d'amener une maternelle 4 ans qui est disponible à 100 des enfants pour les parents qui le désirent, ça fait deux choses. C'est que ça libère d'abord des places en CPE pour les gens qui n'en ont pas présentement, donc qui partent peut-être d'un milieu moins encadré à un milieu plus encadré. Et ensuite, ça place des enfants dans une position où ils peuvent être dépistés plus facilement pour les troubles d'apprentissage. Et dès le début, on est capable de pouvoir donner des cheminements particuliers aux gens qui en ont besoin. L'autre chose, c'est évidemment de rajouter des ressources parce que si on a des gens qui ont des cheminements particuliers, bien, il faut pouvoir leur offrir. Et puis ça, bien, c'est quelque chose qu'à la CAQ, on s'engage de faire. Et donc, concrètement, dans Hochelaga-Maisonneuve, c'est sûr qu'il va y avoir des résultats. Et concernant les milieux de vie des écoles primaires et secondaires, est-ce que vous auriez à ce moment-là des mesures que vous aimeriez apporter? Bien, les milieux de vie, naturellement, si on parle carrément des briques, des murs et des toits, ça doit être des milieux sains. Donc, on ne peut pas se permettre là, de regarder des écoles avec des moisissures, des écoles. Et donc, c'est sûr que nous, à la Coalition, on a déjà, d'ores et déjà annoncé nos couleurs. Nous, on tient les commissaires scolaires, les commissions scolaires, les gens qui étaient en charge de ces décisions-là, on les tient responsables d'avoir laissé aller leurs établissements. Et nous, notre objectif, ça va être de responsabiliser les gens et d'arriver finalement à un résultat où ce genre de situation-là ne se peut pas. Donc, il va y avoir un réinvestissement naturellement là, dans les établissements. Parfait. Maintenant, nous allons passer au dernier thème, dans le fond, de notre bloc principal, et ça concerne l'obtention de soins de santé répondant aux besoins des citoyens. Face à la situation qui prévaut dans la circonscription de Hochelaga-Maisonneuve vis-à-vis de l'obtention de soins de santé disponibles et adéquats pour ses concitoyens, selon vous, quelles seraient les meilleures mesures que l'on pourrait mettre en place? La question de la santé, c'est toujours la grande question. Hein, puis c'est aussi multifactoriel. Mais vraiment, très concrètement, la première chose qu'on peut faire pour augmenter l'accès aux soins de santé, c'est augmenter le nombre de médecins. Donc, il y a dans Hochelaga-Maisonneuve, c'est présentement un problème. Donc, pour nous, la façon dont on favoriserait l'arrivée de nouveaux médecins dans Hochelaga-Maisonneuve, c'est vraiment en modifiant leur mode de rémunération. Pour l'instant, c'est difficile pour un médecin de justifier de venir pratiquer dans un milieu où les problématiques sont plus lourdes et où ça demande plus de temps avec le patient puisqu'ils sont rémunérés à l'acte. Donc, nous, on veut vraiment un système où le médecin se sent interpellé par une pratique dans Hochelaga-Maisonneuve, puis évidemment aussi la valorisation des autres professionnels. Voilà. Donc, ça serait la réponse courte là, pour avoir un vrai impact. Quelque part, vous n'êtes pas nécessairement d'accord avec la rémunération des médecins actuellement. On est totalement en désaccord avec la rémunération et la plupart des médecins trouvent très frustrant d'être forcés à faire du fast-food médical parce que c'est de cette façon-là qu'eux peuvent en arriver finalement à avoir leur plein salaire. Et il y a une énorme paperasse liée à ça aussi et la plupart des médecins sont en faveur d'un changement de leur mode de rémunération aussi. Parfait. Écoutez, c'est ce qui conclut nos termes principaux et ce qui conclut aussi notre premier bloc, soit l'ensemble des dossiers principaux que nous avons sélectionnés. Maintenant, je vous propose d'aborder immédiatement 3 dossiers préoccupants qui retiennent non seulement l'attention des citoyens de la circonscription de Hochelaga-Maisonneuve, mais aussi, de manière plus large, les Québécois et Québécoises. Conséquemment, nous retrouverons l'avenir du Parc olympique de Montréal, l'amélioration de notre environnement, le financement des télévisions communautaires. Il est à noter que chaque candidat aura 2 minutes maximum pour répondre à 3 thèmes plus vastes. Ces thèmes seront composés uniquement d'une question et aucune question secondaire ne sera posée. La première question. Le Stade olympique est un élément incontournable autant pour sa signature visuelle dans la ville de Montréal et autant dans l'imaginaire des Québécois. Pourtant, cet édifice que l'on qualifie à la fois de majestueux et controversé est sous-utilisé. Conséquemment, selon votre perception et selon les grandes lignes de votre parti, quels seraient les développements que vous aimeriez apporter au Parc olympique de Montréal pour accroître son utilité? C'est une très bonne question, puis j'adore la prémisse de votre question parce que c'est exactement ce que nous, on pense aussi.
c'est-à-dire que c'est un joyau architectural qui signe Montréal et donc, pour nous, il est hors de question que d'assurer autre chose que la pérennité du stade olympique. Donc, je vais être sûre qu'on est tous sur on est sur la même page là-dessus. Donc, nous, ce qu'on voudrait, c'est évidemment continuer les chantiers qui ont déjà été entamés. C'est-à-dire que pour l'instant, on parle du toit du stade comme étant le principal frein à l'utilisation du stade olympique, donc à sa pleine capacité. Il y a déjà des évaluations qui ont été faites, il y a déjà un plan potentiel qui est en chemin. Donc, pour nous, ça serait vraiment de prendre ce plan-là et de l'amener à bon port. Donc, il n'est pas question là, de défaire ce projet-là. Et une fois qu'on aurait un toit qui, lui, est vraiment stable, qui permet d'avoir que ça soit sécuritaire, parce que c'est un peu ça le problème pour l'instant, qui fait qu'on ne peut pas le louer à l'année longue, qui est possiblement rétractable pour des grands événements internationaux. On pense à la Coupe de soccer qui s'en vient en 2022. Donc, tout ça fait que là, on se retrouve dans une dynamique qui permet aux exploitants du stade olympique de vraiment aller vendre le stade comme une destination événementielle incontournable. Et pour nous, on sera là pour les supporter absolument là-dedans. Parfait. Maintenant, nous allons passer à la deuxième question. Question environnement d'Hochelaga-Maisonneuve, mais également question d'environnement mondial. L'automne 2017 et l'été 2018 ont été particulièrement chauds, pour ne pas dire accablants. Pour plusieurs, cet événement serait dû à un réchauffement climatique omniprésent, à notre mode de vie, ainsi qu'à notre rythme de consommation. Conséquemment, selon votre perception et selon les grandes lignes directrices de votre parti, toujours, quelles seraient les actions que vous aimeriez entreprendre dans Hochelaga-Maisonneuve? Mais il faut préciser, actions qui amèneraient une réduction de notre empreinte écologique pour l'arrondissement Hochelaga-Maisonneuve, mais également une réduction de l'empreinte écologique mondiale. C'est certain que c'est toujours à deux niveaux, là. Donc, j'accueille vraiment votre question, puis je vais essayer d'être le plus local possible, mais c'est certain que toutes les grandes avancées environnementales vont devoir se faire à l'échelle la plus grande possible, donc à l'échelle de la province en ce qui nous concerne. Et puis nous, comme gouvernement, on va tenter d'influencer les autres provinces et ensuite l'international lorsque possible. Donc, concrètement, sur l'île de Montréal, ce qu'on a annoncé dans notre plan de transport, déjà à la base, est dans une optique d'enlever des voitures de la route. Donc, de desservir les gens de Pointe-aux-Trembles et de toute l'est de l'île pour les amener au centre-ville, ça, c'est la première étape et ça sera à très court terme. Le tramway, deuxième bonne raison deuxième bonne façon d'améliorer la qualité de l'air pour les résidents de Hochelaga-Maisonneuve. Moins il y a de voitures sur Notre-Dame, mieux on se porte. La troisième chose qu'on veut faire et qui est très importante, c'est la décontamination de tous les sols dans l'est de la ville. Donc, on a eu une industrie pétrolière dans l'est qui a eu ses belles années et qui a quitté et qui a laissé les terrains dans un état qui est lamentable. Et donc, en tant que gouvernement, en tant que société, on veut réinvestir là-dedans, revaloriser ces terrains-là pour pouvoir finalement avoir des milieux de vie beaucoup plus sains. Parfait. Bien, maintenant, nous allons entamer notre dernière question de ce bloc. Et il s'agit du financement des télés communautaires. Le milieu de la télévision communautaire souffre bien souvent de précarité financière et chaque station est dépendante de redevances diverses. À titre d'exemple, le 1er juillet 2017, la télévision communautaire Frontenac, donc notre télévision, s'est vue amputer son budget d'opération de plus de 54 % suite à une délibération du CRTC. Pourtant, nous sommes le seul média télévisuel qui permet d'offrir une information locale et de qualité aux résidents des circonscriptions Sainte-Marie-Saint-Jacques et Hochelaga-Maisonneuve. Conséquemment, quelles seraient les mesures que vous pourriez mettre en place pour assurer la continuité et la stabilité des télévisions communautaires au Québec et plus particulièrement la télévision communautaire Frontenac? Bien, c'est une excellente question et pour nous, tout d'abord, d'un point de vue global, c'est sûr que la force des médias locaux est quelque chose qui est indéniable. L'importance surtout des médias locaux. Je travaille moi-même dans le domaine des médias. Je connais l'importance d'avoir une pluralité de médias. Et pour nous, c'est sûr que le domaine du communautaire en général, c'est quelque chose qui est important de regarder. Mais ce qu'on propose, et ça va pour la télé communautaire, mais pour tout le milieu communautaire, c'est qu'une fois
qu'on regarde et qu'on approuve un budget, il n'y aurait plus de ces coupures annuelles. On approuverait des budgets pour des périodes beaucoup plus longues, donc de 3 ans, pour permettre une stabilité à des opérations comme la vôtre, de pouvoir vraiment mener à bien leur mission. Donc, ça serait vraiment notre proposition pour la télé communautaire, ça serait de dire, apportez votre mission, on la considère importante, puis ensuite, on va la financer adéquatement pour sa pérennité. Parfait. En terminant, Mme Beaumier, si vous êtes portée au pouvoir le 1er octobre, quel sera le premier geste que vous allez poser à titre député de la circonscription? Mon premier geste, c'est une très bonne question. Dans la minute ou globalement au gouvernement? Globalement, effectivement. OK, globalement au gouvernement. Oui. Bien, pour nous, c'est sûr que ça va être une question de santé. Donc, l'accès aux médecins de famille dans Hochelaga-Maisonneuve, c'est le plus gros problème. Donc, ça sera la première bataille à mener à bien à très court terme. Parfait. Écoutez, Mme Sarah Beaumier, merci d'avoir participé à notre émission. Bien, ça me fait plaisir. Parfait. Merci beaucoup. Tout d'abord, merci d'avoir accepté notre invitation, M. Provencher-Proulx. Ça me fait grand plaisir. J'en prie. De manière brève, selon vous, pourquoi votre parti devrait-il être élu le 1er octobre? Bien, je pense que c'est le parti qui présente les meilleures idées et qui rejoint le plus de Québécois. Alors, vous savez que le gouvernement sortant a remis de l'ordre dans les finances publiques, puis se donne les moyens d'investir maintenant dans les services aux Québécois pour faciliter la vie des Québécois. Alors, c'est ce qu'on entend faire et c'est ce que notre plateforme propose. En parallèle, quel est votre parcours personnel qui, jusqu'à présent, vous a amené à entamer une carrière politique? Bien, la politique et le service public, c'est une passion pour moi de longue date, une passion qui m'a été transmise par mon père. J'ai vraiment commencé à m'impliquer en 2007 quand je suis devenu membre du Parti libéral du Québec. J'ai été impliqué un petit peu avec les jeunes libéraux. Et plus tard, en 2015, je suis devenu attaché politique du ministre Martin Coiteux quand il était président du Conseil du Trésor. Ça a été une belle incursion au sommet de la gouvernance québécoise. Il y avait des gros dossiers à ce moment-là à traiter, dont les négociations avec les employés de l'État. Et je suis très heureux qu'on ait pu en arriver à une entente négociée de part et d'autre. Parfait. Et j'aimerais savoir pourquoi vous investir exactement dans la circonscription Hochelaga-Maisonneuve? Parce que c'est une très belle circonscription, la circonscription d'Hochelaga. Il y a des enjeux qui me touchent personnellement dans cette circonscription-là. Je les connais bien, on aura l'occasion d'en discuter ensemble. Je connais bien les commerçants et les résidents, alors ça me fait plaisir de me proposer pour le service public dans cette circonscription-là. Devant des besoins en transport qui sont toujours aussi omniprésents dans la circonscription de Hochelaga-Maisonneuve et devant une demande de mobilité qui s'est encore plus diversifiée, que l'on pense au transport en commun, à l'autopartage, à la bicyclette et même à la marche, quel serait, selon vous, le projet de transport que nous devrions favoriser en premier? Bien, tout d'abord, là, je tiens à vous dire qu'on a fait une très grosse annonce en matière de transport le 11 septembre dernier. On a annoncé que les étudiants à temps plein et les aînés de 65 ans et plus auraient un accès gratuit au transport en commun partout au Québec. Ça, c'est une annonce majeure là, qui va favoriser l'utilisation des transports en commun. Donc, moi, je m'en réjouis personnellement. Maintenant, pour ce qui est des projets de transport en commun particuliers, vous savez qu'on a donné le mandat pour faire une étude de faisabilité avec le projet de la ligne rose en collaboration avec l'Agence métropolitaine de transport. C'est un gros projet de la mairesse Valérie Plante et nous, on prend ça au sérieux, on est là pour étudier le projet. Vous savez qu'on appuie également le projet de SRB sur P9. C'est un projet de longue date qui est en train de se concrétiser. Alors nous, on est là pour appuyer ce projet-là. C'est sûr que les projets de transport, il faut qu'ils soient vus dans l'échelle du plus grand ensemble, plus à l'échelle de la ville ou de la région métropolitaine. Alors, c'est le cas pour la ligne rose, pour le SRB. Mais sinon, on appuie également le développement du réseau cyclable, l'ajout d'autobus. Au Parti libéral du Québec, on appuie définitivement là, le développement du transport en commun. OK, d'accord. Et la question que j'aimerais vous poser également, est-ce que vous avez des plans de revitalisation, dans le fond, du boulevard Notre-Dame?
Absolument. Ce qui est important de comprendre, c'est que la revitalisation de la rue Notre-Dame-Est, ça se fait en collaboration avec les partenaires que sont la Ville de Montréal et le Port de Montréal. Donc, nous, on travaille vraiment en collaboration avec ces partenaires-là. Et évidemment qu'on va appuyer les projets de revitalisation. Moi, c'est d'ailleurs un de mes engagements de campagne, d'appuyer les projets de revitalisation de Notre-Dame. C'est un dossier qui met du temps là, avant de se mettre en branle, mais là, il faut que ça passe, à vitesse supérieure. On va s'occuper de Notre-Dame. OK, parfait. Donc, nous allons passer à la question suivante. Question logement et mixité sociale. Oui. Selon vous, quelles seraient les meilleures mesures que le Québec pourrait prendre pour assurer à la fois une offre de logement abordable dans des quartiers appelés à se gentrifier, comme Hochelaga-Maisonneuve, et à la fois d'assurer une meilleure mixité sociale, rappelons-le, mixité entre deux types de citoyens qui possèdent des revenus très différents? Vous posez une bonne question. J'aimerais peut-être d'abord vous dire que ce qu'on appelle la gentrification, en fait, c'est une incidence du développement du quartier d'Hochelaga-Maisonneuve. Hochelaga-Maisonneuve est en développement actuellement et moi, je trouve que c'est une bonne chose que le quartier soit en développement parce que ça témoigne de sa vitalité. Maintenant, il y a deux médailles au développement et deux côtés de la médaille, pardon, au développement. Et l'un d'eux, c'est justement peut-être cette gentrification ou le fait que l'accès au logement devient plus dispendieux et que le logement abordable se fait plus rare. Ça défavorise une certaine partie de la population. Et nous, on veut s'en occuper de ça. Durant le dernier mandat, on a, avec le projet de loi 121, transféré plusieurs pouvoirs, notamment en matière de logement, à la Ville de Montréal. Parce que tant pour ce qui est du logement social que pour l'aide au paiement des loyers via le programme Accès-Logis, on pense que les gens qui sont les mieux placés pour gérer ça sont ceux qui sont dans le niveau de gouvernance le plus près des citoyens. Alors, au lieu que ce soit des fonctionnaires au complexe G à Québec qui gèrent le logement social ici à Montréal, on pense que ce doit être la Ville qui, elle, est sur le terrain, connaît bien les quartiers, connaît bien les enjeux. Alors, c'est ce qu'on a fait avec le transfert de plusieurs pouvoirs en matière d'habitation à la Ville de Montréal. D'ailleurs, la mairesse Valérie Plante se réjouissait de ça. Et l'entente, là, s'échelonne sur les prochaines années. Alors, évidemment, il y a tous les budgets qui viennent avec ça. Il y a des budgets de la Société d'habitation du Québec qui vont être transférés à la Ville de Montréal et la Ville de Montréal va pouvoir les utiliser comme elle l'entend. Alors, c'est sûr qu'il y a un transfert de responsabilité d'un palier de gouvernement à un autre. Ça nécessite quand même un certain temps d'ajustement, mais je pense que ça va devenir beaucoup plus efficace pour l'aide au logement là, dans Hochelaga-Maisonneuve. Mais selon vous, est-ce qu'il faut restreindre, dans le fond, la construction de condominiums dans Hochelaga-Maisonneuve, des condominiums haut de gamme, dans certains districts et non partout dans Hochelaga-Maisonneuve? Moi, je n'irai pas jusque-là. Je vous dirais pas. Je ne pense pas qu'il faut restreindre dans un secteur particulier du quartier. Je ne pense pas que c'est ça la bonne idée. Il faut qu'il y ait un équilibre entre la construction des condos et l'accès au logement. Vous savez que souvent, ce qui se passe, en fait, pour la construction des condos, c'est que ce sont des vieilles bâtisses qui sont achetées et là, on détruit et on construit. Parfait. Et ça va être tout pour cette question-ci. Je vous remercie à vous. Donc, maintenant, notre troisième question, il s'agit de la revitalisation du système éducatif. Oui. Face à un décrochage scolaire pouvant avoisiner plus de 60 % dans la circonscription, des données qui nous ont été en 2017 fournies par le réseau Réussite Montréal, quelles actions préconisez-vous pour contrer ce phénomène? Bon, écoutez, le décrochage scolaire, évidemment, c'est un phénomène auquel il faut s'attaquer. Maintenant, je pense qu'il faut avoir une vision d'ensemble dans le système d'éducation. Là, on a annoncé plusieurs mesures pour l'éducation aux plus jeunes, notamment l'ajout d'un professeur ou encore d'un intervenant en classe pour les prématernelles 4 et 5 ans ainsi que la première année du primaire. Parce que, comme ça, de cette façon-là, on va, disons, personnaliser l'enseignement à un niveau qui est crucial dans l'apprentissage des enfants et ça va leur donner le goût de continuer à étudier par la suite. Également, pour ce qui est des professeurs, on a décidé de valoriser la profession en éliminant les 6 premiers échelons les 6 premiers échelons salariaux, ce qui fait que la profession va être valorisée et les nouveaux professeurs qui arrivent sur le marché vont être plus motivés, espérons-le, et pourront justement
aider à contrer ce phénomène-là de lutte au décrochage scolaire. On a plusieurs plans qui sont annoncés aussi pour lutter contre ça, et il reste certaines annonces à venir là, dans le reste de la campagne. OK, parfait. Et en même temps, quelles actions préconisez-vous pour améliorer les milieux de vie que sont les écoles primaires et secondaires? Bien, vous savez qu'on a mis un plan de l'avant là, qui s'appelle Zéro école vétuste d'ici 2030. OK. Alors, l'objectif, c'est que nos jeunes puissent étudier, apprendre dans des écoles qui sont les écoles de l'avenir, finalement. Alors, c'est déjà commencé. Je pense notamment à l'école Barry, ici, dans Hochelaga, qui a été complètement rénovée. Ça sera le cas de plusieurs autres écoles dans Hochelaga, mais ailleurs aussi au Québec. C'est l'objectif du gouvernement pour favoriser un meilleur apprentissage chez les jeunes, mais aussi pour une question de salubrité et de santé publique. Parfait. Maintenant, pour notre dernière question, de ce bloc, dans le fond, de questions principales, ça concerne simplement les soins de santé qui répondent aux citoyens. Oui. Face à la situation qui prévaut dans la circonscription Hochelaga-Maisonneuve vis-à-vis l'obtention de soins de santé disponibles et adéquats pour ces citoyens, selon vous, quelles seraient les meilleures mesures que l'on pourrait mettre en place? Vous posez une très bonne question, premièrement, je tiens à vous le dire, là, parce que la question de l'accès aux soins de santé dans Hochelaga-Maisonneuve, elle est importante, c'est un gros enjeu. Il manque notamment de médecins de famille et le problème, il est davantage dans le recrutement des médecins, parce qu'on a beau ouvrir une clinique, ça prend des médecins dedans. Alors, le problème, il est là, et nous, on va s'y attaquer de deux façons. La première, c'est qu'on va faire venir des médecins de France pour combler les besoins en première ligne là, dans l'Est de Montréal, mais particulièrement dans Hochelaga-Maisonneuve. Alors, vous savez que c'est quand même assez long de former des médecins, le temps qu'ils fassent leur résidence et tout ça, et qu'ils soient pleinement opérationnels. Alors, en faisant venir des médecins de France, bien, on passe par-dessus tout ce temps de formation-là et on est en discussion avec le fédéral pour faciliter l'immigration de ces personnes-là. Ensuite, on a un petit peu resserré la vis aussi sur les plans d'effectifs des nouveaux médecins qui sortent justement et qui commencent la pratique. En ce moment, les nouveaux médecins qui commencent la pratique et qui veulent pratiquer dans l'Est de Montréal pratiquent surtout au nord de Sherbrooke. Mais là, l'entente qu'on a eue en resserrant la vis, c'est qu'ils vont devoir venir pratiquer au sud de Sherbrooke. Alors, on pense que dans les prochaines années, là, sous un mandat libéral, on va être capable d'avoir 6 à 7 médecins de plus dans Hochelaga par année. Et ça, c'est une très bonne nouvelle. Ça va combler plusieurs besoins, là, sachant que chaque médecin peut prendre plusieurs centaines de patients. OK, quand même. Et ce que j'aimerais vous demander également, oui. Conformément à votre réflexion personnelle oui. et selon les orientations de votre parti, est-ce que le système de rémunération des médecins omnipraticiens actuels vous paraît adéquat ou, selon vous, devrait-il être amélioré? Écoutez, c'est très important que la rémunération des médecins, d'un, soit équivalente à ce qu'on voit ailleurs au Canada. Maintenant, pour ce qui est du système de rémunération, que ce soit à l'acte ou aux patients, il y a des avantages, des inconvénients à chaque système. Moi, je pense qu'en ce moment, on est en train de régler les problèmes au Québec avec le système de rémunération qu'on a. S'il y a lieu de le changer, j'imagine qu'on le fera. Maintenant, je n'irai pas davantage dans le détail là, au niveau de la rémunération. Je pense que c'est très bien, cependant, que les médecins aient une rémunération qui est à la juste mesure de la responsabilité qu'ils ont dans leurs tâches. Parfait. Donc, bien, merci. Voici ce qui conclut notre premier bloc, soit l'ensemble des dossiers principaux que nous avons sélectionnés. D'accord. Maintenant, je vous propose d'aborder immédiatement 3 dossiers préoccupants qui retiennent non seulement l'attention des citoyens de la circonscription de Hochelaga-Maisonneuve, mais de manière plus large, les Québécois et Québécoises. Conséquemment, nous retrouverons l'avenir du Parc olympique de Montréal, l'amélioration de notre environnement et le financement des télévisions communautaires. Il est à noter que chaque candidat aura 2 minutes maximum pour répondre à 3 thèmes plus vastes. Ces thèmes seront composés uniquement d'une question et aucune question secondaire ne sera posée. Première question, M. Provencher-Proulx. Le stade olympique est un élément incontournable, autant pour sa signature visuelle à la ville de Montréal et autant dans l'imaginaire des Québécois. Pourtant, cet édifice que l'on qualifie à la fois de majestueux et controversé est sous-utilisé.
Conséquemment, selon votre perception et selon les grandes lignes directrices de votre parti, quels seraient les développements que vous aimeriez apporter au Parc olympique de Montréal pour accroître son utilité? Bien, écoutez, d'emblée, moi, j'aimerais vous dire que le stade lui-même, mais également le Parc olympique, là, de façon générale, sont des installations qu'on est très chanceux d'avoir. Il s'agit là, définitivement d'un haut lieu du patrimoine architectural, mais sportif au Québec. Alors, je veux qu'on les entretienne, qu'on puisse les utiliser à leur capacité, à leur pleine capacité. J'ai eu l'occasion de rencontrer M. Labrec la semaine passée et il m'a fait état là, de ce qui s'en vient au niveau du Parc olympique et moi, j'appuie tous les projets qui s'en viennent, notamment la création d'un quartier olympique. Vous savez que le Parc olympique est un petit peu divisé là, dans deux circonscriptions, Hochelaga-Maisonneuve et Rosemont, avec le Parc Maisonneuve. Il y aura également la rénovation de stations de métro qui s'en viennent. Bon, moi, je suis pour tous ces projets-là. Évidemment, je veux qu'on entretienne, qu'on développe ce joyau-là. Je sais que malheureusement, la toile du stade a fait mauvaise presse là, dans les dernières années, dernières décennies, mais le problème sera réglé. On est déjà là, en train de s'attarder à la prochaine toile qui, elle, devrait là, normalement faire l'affaire. Parfait, merci. Ça me fait plaisir. Maintenant, nous allons passer à la deuxième question, soit l'environnement de Hochelaga-Maisonneuve et l'environnement mondial. L'automne 2017 et l'été 2018 ont été particulièrement chauds, pour ne pas dire accablants. Pour plusieurs, cet événement serait dû à un réchauffement climatique omniprésent, à notre mode de vie ainsi qu'à notre rythme de consommation. Conséquemment, selon votre perception et toujours selon les grandes lignes de votre parti, quelles seraient les actions que vous aimeriez entreprendre dans Hochelaga-Maisonneuve? Actions qui, précisons-le, amèneraient une réduction de notre empreinte écologique, non seulement dans notre circonscription, mais également notre empreinte écologique mondiale. Bien, écoutez, c'est le grand défi du 21e siècle, la lutte au changement climatique. Alors, vous me permettrez d'avoir une réponse qui est peut-être un petit peu plus globale que dans Hochelaga-Maisonneuve. Je pense qu'il faut saisir le taureau par les cornes, comme on dit, et prendre des mesures qui sont quand même générales, là, qui vont s'appliquer à tout le monde. Il y aura plusieurs mesures en environnement qui seront annoncées prochainement. Alors, vous comprendrez que je ne scouperai pas mon chef. Cependant, je reviens sur la mesure dont je vous ai parlé tout à l'heure, qui est l'annonce de la gratuité des transports en commun pour les aînés de 65 ans et plus et les étudiants à temps plein. L'utilisation du transport en commun, là, ça, c'est une solution pour lutter contre les changements climatiques et l'émission des gaz à effet de serre qui en sont responsables. Alors, il faut que les gens prennent les transports en commun et la façon de le faire, c'est de stimuler cette demande-là via l'offre. Alors, en offrant le transport de façon gratuite, on va s'assurer qu'il y a de plus en plus de monde qui l'utilise. Je vous ai également parlé de nos appuis au projet du SRB, de l'étude qu'on va faire pour la ligne rose, le projet de Mme Plante. Alors, on est vraiment là, derrière les projets de transport en commun et l'utilisation du transport en commun. Comme je vous dis, il y a d'autres mesures qui vont s'en venir. On les verra un petit peu plus tard en campagne. Parfait. Bien, je vous remercie. Ça me fait plaisir. Notre prochaine et dernière question concerne le financement des télévisions communautaires ainsi que celle de Télévision communautaire Frontenac. Le milieu de la télévision communautaire souffre bien souvent de précarité financière et chaque station de télévision est dépendant de redevances diverses. À titre d'exemple, le 1er juillet 2017, Télévision communautaire Frontenac s'est vu amputer son budget d'opération de plus de 54 suite à une délibération du Conseil de la radio-télédiffusion et des télécommunications du Canada, soit le CRTC. Pourtant, nous sommes le seul média télévisuel qui permet d'offrir une information locale et de qualité aux résidents des circonscriptions Sainte-Marie, Saint-Jacques et Hochelaga-Maisonneuve. Conséquemment, quelles seraient les mesures que vous pourriez mettre en place pour assurer la continuité et la stabilité des télévisions communautaires au Québec et plus particulièrement celle de Télévision communautaire Frontenac? Bien, d'emblée, moi, j'aimerais vous dire que je supporte la télévision communautaire. D'abord, c'est la raison pour laquelle je suis ici aujourd'hui et ça me fait plaisir de l'être. Maintenant, vous posez une très bonne question qui survient dans un contexte où le paysage médiatique québécois, canadien est en changement avec l'arrivée du numérique
Et les décisions qui sont prises par le CRTC sont des décisions qui relèvent un petit peu plus du niveau fédéral. Alors, ça nécessite quand même une collaboration puis un dialogue entre le niveau provincial et le niveau fédéral parce que la télé communautaire a quand même un volet culturel important pour le Québec et pour les quartiers dans lesquels elle œuvre, comme ici dans Hochelaga-Maisonneuve. Alors, moi, vous pourrez compter sur moi si je suis élu pour supporter la télé communautaire et pour avoir un dialogue avec les autorités fédérales qui gèrent ça. Parfait. En terminant, M. Provencher-Proulx, si vous êtes porté au pouvoir le 1er octobre, quel sera votre premier geste que vous allez poser à titre de député de la circonscription Hochelaga-Maisonneuve? Ah, c'est un très bon geste. J'aimerais que ce soit un geste qui soit en matière de transport en commun. Je vous en ai parlé déjà 2 fois dans l'entrevue. Moi, c'est un enjeu qui est très important pour moi et j'espère bien que je serai en mesure de poser un geste concret là, pour ce qui est du développement du transport en commun dans les premiers jours suivant mon élection. Quand même. Monsieur Julien Provencher-Proulx, merci d'avoir participé à notre émission. Ça me fait grand plaisir. Parfait. C'est moi qui vous remercie. Merci bien. Alors, merci d'avoir accepté notre invitation, M. Leduc. Ça fait plaisir. De manière brève, selon vous, pourquoi votre parti devrait-il être élu le 1er octobre? À notre avis, le Québec fait face à 2 grandes crises. La première, c'est la question des changements climatiques. La canicule qu'on a connue cet été, par exemple, à notre avis, est la bande-annonce du mauvais film qui s'en vient, dans lequel personne n'a envie de jouer, et pourtant, il est à nos portes. Là. Alors, longtemps, on parlait des changements climatiques comme quelque chose qui aurait des conséquences lointaines, quasiment inaccessibles, mais là, c'est maintenant, on les vit, on commence à vivre ces conséquences-là, donc il faut s'y attaquer de plein fouet. La deuxième crise, c'est la question de la montée des inégalités socio-économiques. Ça veut dire que l'écart entre les riches et les pauvres s'agrandit avec le temps. Il se crée toujours autant de richesses, même plus que jamais, mais elle se concentre dans les mains d'une petite bande de privilégiés qu'on appelle le 1 et elle n'est pas redistribuée parce que l'État manque d'ambition, manque de moyens pour faire en sorte que cette richesse-là soit mieux distribuée. Alors nous, on pense qu'on va être le parti qui va pouvoir régler ces 2 crises. Parfait. En parallèle, quel est votre parcours personnel jusqu'à présent qui vous a amené à entamer une carrière politique de manière brève? Moi, c'est ma 3e campagne ici dans Hochelaga-Maisonneuve. Je suis un membre fondateur du parti à Québec solidaire. Pendant mes études à l'UQAM en histoire et en droit du travail, je me suis sensibilisé aux enjeux progressistes, aux enjeux environnementaux, à la question de l'indépendance du Québec. Et est arrivé un moment où j'ai dû faire un choix, que j'ai eu envie de changer la société, de mettre l'épaule à la roue, et j'ai fait le saut en politique active à ce moment-là. Parfait. En terminant, pourquoi vous présenter simplement dans la circonscription Hochelaga-Maisonneuve? Bien, j'y suis arrivé pendant mes études. Je viens de la Rive-Sud à l'origine, mais donc, comme je disais, pendant mes études, j'ai atterri dans Hochelaga-Maisonneuve. Je me suis fait des amis ici. Je fréquente plein de commerces. Ça fait 11 ans donc, que j'habite dans la circonscription. Il était tout naturel donc de choisir cet endroit pour faire le saut en politique active. Parmi notre première, ou parmi les questions principales, ou aussi notre première, devant des besoins en transport qui sont toujours aussi omniprésents dans la circonscription de Hochelaga-Maisonneuve et devant une demande de mobilité qui s'est encore plus diversifiée, que l'on pense au transport en commun, à l'autopartage, à la bicyclette ou même à la marche, quel serait selon vous le projet de transport que nous devrions favoriser en premier? Il y a quelque chose qui se dit souvent dans les milieux environnementaux à laquelle j'adhère, c'est qu'il n'y aura pas d'emploi qui va se créer sur une planète morte. Alors, il faut opérer un virage majeur et rapide pour réduire notre consommation de gaz à effet de serre, et ça donne que 40 des gaz à effet de serre sont produits par le transport. Il faut donc faire une concentration d'efforts sur ce secteur-là. Nous, à Québec solidaire, on veut y aller avec ce qu'on appelle le Grand Montréal Express, qui est un peu, dans le fond, la synthèse de tous les projets de transport collectif qu'on veut mettre de l'avant. On parle ici de construire plus de 38 nouvelles stations de métro sur à peu près toutes les lignes, rajouter des lignes d'autobus, rajouter un SRB, d'ailleurs prolonger le SRB P9 qui malheureusement en ce moment s'arrête à la station P9 et ne se rend pas jusqu'à Notre-Dame. On parle d'améliorer la fréquence des autobus parce que c'est une chose d'en avoir, comme par exemple la 125 Ontario ou la 34 Sainte-Catherine, mais pour tous les gens qui habitent pas très proches des métros, qui sont un peu plus construits au nord du quartier, c'est assez loin s'y rendre à pied. Alors, on se rabat sur l'autobus, mais quand elle passe aux 15 minutes, parfois quasiment aux demi-heures, hors des heures de pointe, c'est pas suffisant. Alors, nous, on veut améliorer la fréquence des autobus pour vraiment faire en sorte que ça soit le choix privilégié de prendre l'autobus et laisser la voiture à la maison, ou dans les cas où est-ce que parfois il y a des emplois qui nécessitent d'avoir de temps à autre une voiture, bien, les moments où est-ce qu'on l'utilise
la voiture soit réduite parce qu'on aurait un incitatif à aller dans l'autobus parce que ce serait plus rapide et surtout moins cher. Et c'est la dernière mesure sur laquelle je voudrais intervenir avec vous là-dessus. Une des mesures fortes de Québec solidaire, c'est la réduction de moitié prix de toutes les passes d'autobus à la grandeur du Québec. Parce qu'en ce moment, le coût n'est pas en soi nécessairement le coût le plus prohibitif, si on compare ça, par exemple, aux frais de scolarité. Parfait. Mais à la fin de la journée, pour beaucoup de personnes, s'il faut prendre la voiture, on ne prendra pas la voiture plus une passe d'autobus. On choisit l'une ou l'autre et c'est malheureux parce que même les personnes qui ont une voiture pourraient choisir d'une journée de temps à autre aller en métro et c'est comme ça qu'on pense favoriser le transport collectif. Parfait. De manière très brève, est-ce que vous avez des plans pour la revitalisation de la rue Notre-Dame? Oui, parce que c'est dans les cartons depuis longtemps. Il y a tellement de rues et de gens qui ont été expropriés dans les années 70 pour ça, malheureusement. Heureusement, il y a eu une bataille pour écarter le projet de l'autoroute Notre-Dame. À l'époque, on parle des années 2000. On était dans cette bataille-là. C'est une de mes premières implications, d'ailleurs, dans le quartier avec l'Association de Québec solidaire dans Hochelaga-Maisonneuve. Nous, on veut en faire un boulevard urbain avec des espaces verts, avec pas trop de voies, avec du transport collectif. Donc oui, il y aura quelque chose pour la rue Notre-Dame. Parfait. Maintenant, nous allons passer à la deuxième question. Il s'agit du département, ou si vous préférez, le thème du logement mixité sociale. Selon vous, quelles seraient les meilleures mesures que le Québec pourrait prendre pour assurer à la fois une offre de logement abordable dans des quartiers à place gentrifiée, tels qu'Hochelaga-Maisonneuve, et à la fois assurer une meilleure mixité sociale? Rappelons-le, une mixité entre deux types de citoyens qui possèdent deux types de revenus très différents. La question de la mixité sociale ou de la gentrification ou de toutes sortes d'autres termes qu'on peut accoler à ce phénomène-là est très complexe, mais en même temps, les solutions sont réelles. Par exemple, nous, on veut privilégier la question du logement et plus précisément du logement social. Il faut construire de nombreux logements sociaux. Nos collègues là, des groupes communautaires, je pense entre autres au comité Bail, nous ont informé qu'il y avait au moins 1000 personnes dans la liste d'attente pour l'ensemble des logements sociaux du quartier. Donc, il y a des besoins. Il n'y en a pas assez qui sont construits. Et nous, on s'engage à Québec solidaire, d'un point de vue national, à en construire 9000 par année dans le premier mandat, à la hauteur donc de 870 millions de dollars. On veut donc qu'il y en ait beaucoup qui soient construits ici dans Hochelaga. Il va falloir qu'il y ait une enveloppe spéciale pour décontaminer les terrains. C'est souvent ça un problème. Mais d'un point de vue plus général, sur la question des loyers, parce qu'on pourrait construire des logements sociaux, mais ça ne règle pas toute la question des loyers. Il faut aller de l'avant avec le registre des loyers. C'est quelque chose qui a été revendiqué pendant des années, entre autres par le Parti québécois, mais qui n'a jamais été mis en pratique. C'est très simple. C'est un registre des loyers, quelque chose de public, où tous les loyers payés par tous les résidents du Québec seraient dans une banque très facile à consulter. Ce qui ferait en sorte que quand vous devenez un nouveau locataire, vous avez accès au montant qui était payé par le locataire précédent. Et vous pouvez donc discuter et négocier votre prix en fonction de ce prix-là. Et pas nécessairement avoir un nouveau prix qui peut être 200, 300 $ plus cher que le locataire précédent. C'est souvent comme ça que les hausses de loyer sont vertigineuses à Montréal. Et avec ce genre de mesures-là, on ferait en sorte de mettre un couvercle sur cette ébullition des hausses de loyer qu'on a de la misère à contrôler en ce moment à Montréal. Parfait. Et en même temps, conséquemment, est-ce que vous croyez qu'il faudrait restreindre, dans le fond, la construction de condominiums ou de résidences haut de gamme dans certains districts spécifiques de Hochelaga-Maisonneuve? Moi, je pense que oui. Mais je pense qu'en même temps qu'il ne faut pas faire la chasse aux propriétaires de condos. C'est un phénomène social. On ne le règle pas en faisant une chasse aux sorcières ou en lançant de la peinture dans les vitrines, ou etc. Ce n'est pas la bonne solution et ça ne règle rien. Les gens qui achètent des condos, ils veulent devenir propriétaires, ils veulent habiter à Montréal. C'est une bonne nouvelle plutôt que toujours s'en aller à la Rive-Sud et faire de l'étalement urbain. Mais maintenant, c'est vrai qu'il y en a trop en ce moment des condos. C'est juste ça qui se construit malheureusement. Donc, les terrains qui restent, faisons une réserve foncière, travaillons avec la Ville pour faire ça, pour qu'ils soient ces terrains-là réservés pour le logement social. Donc, le prochain thème, la revitalisation du système éducatif. Face à un décrochage scolaire pouvant avoisiner près de 60 % dans la circonscription, on parle de données de 2017 fournies par le réseau Réussite Montréal. Quelles actions préconisez-vous pour contrer ce phénomène dans la circonscription? C'est très problématique. Moi, ça m'inquiète énormément parce qu'on parle de l'avenir de la nation ici. Hein, et si on ne travaille pas à ce moment-là pour s'assurer d'avoir un bon taux de diplomation, on récolte des problèmes plus tard, ne serait-ce qu'en analphabétisme, etc. L'école publique a été foncièrement délaissée par le gouvernement libéral des 15 dernières années. Elle a été sous-financée par les gouvernements, et j'inclus les gouvernements du Parti québécois dans les 30 dernières années, ce qui fait qu'il tombe en ruine. On a bien connu, malheureusement, l'épisode des 3 écoles fermées pour cause de moisissures sur la rue Adam. Heureusement, on a reconstruit Barry, qui est rouverte pour la 2e année cette année. C'est une bonne nouvelle. On attend de voir ce nom de Jésus, puis on attend de savoir qu'arrivera avec l'école Hochelaga. Maintenant, cela étant dit,
il faut qu'on dégage des sommes d'immobilisation importantes pour reconstruire les écoles, qu'il y ait un environnement d'écoles saines, avec de l'argent pour des psychoéducateurs, de l'argent pour toutes sortes de professionnels qui accompagnent les professeurs, qui peuvent identifier les défis que chaque élève a et les aider à aller au bout de leur logique et au bout de leur parcours scolaire, entre autres en fournissant plus d'argent pour les activités parascolaires, qu'il y ait vraiment un projet social alentour de l'école, un milieu de vie agréable et que les jeunes aient envie d'y retourner jour après jour. Ça, c'est d'une part d'un point de vue organisationnel. Si je reste sur la question de l'accessibilité financière, c'est souvent mal connu que sur papier, l'éducation primaire et secondaire est tenue d'être gratuite. C'est la loi de l'instruction publique qui le dit. Malheureusement, ce n'est pas le cas. Pour une famille, il va jusqu'à peu près 560 $ en moyenne au Québec pour payer les frais de scolarité, les fournitures scolaires, etc. Et nous, on veut s'assurer que la gratuité scolaire soit effective pour tous les paliers, mais seulement pour le palier primaire-secondaire, on est prêt à investir 850 millions de dollars par année pour vraiment lever toutes les barrières tarifaires qui existent à l'intérieur du réseau scolaire public. Parfait. Puis, concrètement aussi, quelles actions préconisez-vous pour améliorer les milieux de vie qui sont les écoles primaires, secondaires? Pour ça, il va falloir des ressources. J'ai identifié plus de professionnels, plus d'activités préscolaires, parascolaires, etc. Il faut des ressources et en ce moment, il y a une grande iniquité qui existe au Québec, qui est le réseau des écoles privées, qui siphonne beaucoup d'argent, 500 millions de dollars par année, 513 millions de dollars par année, d'argent public qui est investi dans les écoles privées. C'est une aberration, d'autant plus qu'ici à Montréal, puis dans Hochelaga-Maisonneuve plus précisément, il n'y en a pas d'école privée. Fait que nos impôts puis notre argent servent à payer le système public et à payer le système privé des autres qui envoient leur école là-bas. Encore une fois, une idée, ce n'est pas de faire la chasse aux sorcières des gens qui ont envoyé leur enfant à l'école privée. Ce n'est pas la solution de faire la chasse aux individus, c'est d'avoir une réflexion sociale. Et nous, on pense qu'on doit transférer les fonds qu'on envoie au système privé et les réinvestir dans l'école publique. On pense être capable d'économiser 98 millions par année et de remettre l'école publique à niveau avec ces nouveaux investissements-là. Parfait. Nous allons maintenant entamer la dernière question de ce bloc principal. Donc, c'est simplement sur l'obtention de soins de santé répondant aux besoins des citoyens. Face à la situation qui prévaut dans la circonscription Hochelaga-Maisonneuve vis-à-vis de l'obtention des soins de santé disponibles et adéquats pour ses concitoyens, selon vous, quelles seraient les meilleures mesures que l'on pourrait mettre en place? Il y en a plusieurs. D'abord, malheureusement, on a tout centré notre système hospitalier alentour des médecins. C'est ça la grande conversation. D'ailleurs, au débat des chefs, on a parlé presque de ça. Les médecins sont trop payés au Québec, au moins 12 % trop payés si on les compare à l'Ontario. Et nous, on va commencer par renégocier leur contrat à la baisse et sauver avec ça beaucoup d'argent, vraiment beaucoup d'argent. Et l'argent qu'on va sauver avec ça, on pourrait l'investir, par exemple, c'est une idée, dans la santé dentaire. Vous savez que le dentiste, ça coûte très cher au Québec. Il y a une personne sur 4 qui ne va pas au dentiste parce qu'elle n'a pas les moyens. Et avec une assurance publique et universelle en matière de santé dentaire, on sera en mesure d'aider les gens à y aller plus souvent, de faire plus de prévention et de réduire les prix par une négociation avec l'Ordre des dentistes professionnels. Donc ça, c'est un projet qu'on veut mettre de l'avant. Et l'argent qu'on gagnerait, juste pour faire une idée de comparaison, l'argent qu'on économiserait en réduisant le salaire des médecins de seulement 12 %, c'est à peu près la même somme qu'on a besoin pour créer notre régime public d'assurance dentaire. Donc ça vous donne une idée de la somme d'argent qui est investie là-dedans. Ça, c'est plus pour le global. Et si je peux me permettre une petite réponse plus locale, dans Hochelaga-Maisonneuve, on a un grand problème d'accessibilité. Il reste presque plus de médecins, il en reste 2 qui ne font pas du temps plein en plus. Et nous, ce qu'on pense, c'est que le CLSC, plutôt que les cliniques privées, plutôt que les GMF, les groupes de médecine familiale, qui sont au final des cliniques privées, le CLSC doit être la première ligne de défense en santé. Quand on a un petit bobo, là, on ne devrait pas se ramasser à l'hôpital parce qu'on n'a nulle part d'autre où aller à l'urgence. On devrait aller dans une place qui est ouverte 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, qui a un réseau d'infirmières, de professionnels, oui, des médecins également, et qui seront capables de traiter nos petits bobos rapidement et efficacement, et qu'en faisant ça, on désengorge les urgences qui vont pouvoir se concentrer sur les cas plus lourds. Parfait. Et conformément à votre réflexion personnelle et selon les orientations de votre parti, et je crois que vous avez déjà répondu un peu à cette question-là, est-ce que le système de rémunération des médecins omnipraticiens actuels vous paraît adéquat ou, selon vous, devrait-il être amélioré? Oui, en fait, malheureusement, les médecins sont payés à l'acte seulement au Québec. C'est un problème. Nous, on pense qu'on devrait favoriser un modèle salarial. Donc, par exemple, dans les CLSC, c'est supposé être le cas actuellement, mais comme les médecins ont déserté pour la plupart des CLSC, il n'y a presque plus de médecins qui sont payés au salaire. Nous, on voudrait renégocier avec l'Ordre des médecins cette logique-là, de rajouter beaucoup plus de parties payées au salaire, peut-être encore un peu de ce qu'on appelle capitation, c'est-à-dire un nombre de patients que vous devez traiter, mais à sortir un peu de la logique de l'acte, parce que ça fait en sorte que ça pousse
le médecin à l'en faire en série, pas prendre son temps avec des patients, et d'accumuler donc des tonnes et des tonnes de rendez-vous, de vous faire revenir 2 fois pour le même phénomène qui va pouvoir charger 2 fois à la RAMQ. Donc, vraiment rentrer plus dans une logique de salariat pour en faire des employés du système au même titre que les infirmières, au même titre que les préposés bénéficiaires. C'est pourquoi ça serait différent. Ils sont des parts aussi importantes du système de santé. Parfait. Voici ce qui conclut notre premier bloc, soit l'ensemble des dossiers principaux que nous avons sélectionnés. Maintenant, je vous propose d'aborder immédiatement 3 dossiers préoccupants qui retiennent non seulement l'attention des citoyens de la circonscription Hochelaga-Maisonneuve, mais de manière plus large, les Québécois et Québécoises. Conséquemment, nous retrouverons l'avenir du Parc olympique de Montréal, l'amélioration de notre environnement et le financement des télévisions communautaires. Il est à noter que chaque candidat aura 2 minutes maximum pour répondre aux 3 thèmes plus vastes. Ces thèmes seront composés uniquement d'une question et aucune question secondaire ne sera posée. La première question vis-à-vis du Stade olympique. Le Stade olympique est un élément incontournable autant pour sa signature visuelle à la Ville de Montréal et autant dans l'imaginaire des Québécois. Pourtant, cet édifice que l'on qualifie à la fois de majestueux et controversé est souvent sous-utilisé. Conséquemment, selon votre perception et selon les grandes lignes directrices de votre parti, quels seraient les développements que vous aimeriez apporter au Parc olympique de Montréal pour accroître son utilité? C'est drôle parce que l'autre fois, je suis allé prendre un café au Café de Vivo, là, qui se trouve à l'intérieur du Parc olympique. Et puis, j'ai croisé le président de la RIO et il m'expliquait que des fois, même pour changer une ampoule, de certaines ampoules, des grosses ampoules là, qui sont à l'intérieur du stade, c'est impossible parce que l'entreprise n'existe plus. Donc, pour vous donner l'idée à quel point il y a des choses qui ont pris du retard dans les rénovations de cet amphithéâtre-là, c'est qu'il ne peut même plus remplacer certaines ampoules, l'entreprise n'existe plus. Alors, il y a un coup de barre qui doit être fait pour le remettre aux normes internationales. Et j'ai l'impression que tout un chacun, on attendait une espèce de justificatif pour ce faire. Et là, alléluia, si je peux m'exprimer ainsi, on a eu l'annonce que la FIFA s'en vient en Amérique du Nord. Il va y avoir des matchs qui vont avoir lieu à Montréal, le plus grand tournoi sportif au monde, le soccer. Et c'est l'occasion rêvée pour en profiter et faire le coup de barre nécessaire. Je pense que là-dessus, pas mal tout le monde s'entend qu'on a la porte ouverte pour y aller. Maintenant, les rénovations devront se faire de manière étalée sur plusieurs années. On ne peut pas faire ça dans une seule année, bien sûr, mais on va vouloir s'assurer à Québec solidaire qu'au final, le stade demeure ouvert pour tout le monde. Ce ne soit pas réservé uniquement à des événements de riches, si je peux m'exprimer ainsi, ou des événements de gens triés sur le volet, qui demeurent accessibles. Et là-dessus, il y a quand même des choses déjà qui sont faites sur l'esplanade. On pense aux concerts gratuits, on pense aux fameux camions de bouffe les premiers vendredis de chaque mois durant l'été. Donc là-dessus, on pense qu'il y a des belles lancées qui ont été faites. On voudrait continuer dans ce sens-là. Parfait. Merci. Donc maintenant, nous allons passer à la deuxième question, l'environnement de Hochelaga-Maisonneuve et l'environnement mondial. L'automne 2017 et l'été 2018 ont été particulièrement chauds, pour ne pas dire accablants. Pour plusieurs, cet événement serait dû à un réchauffement climatique omniprésent, à notre mode de vie ainsi qu'à notre rythme de consommation. Conséquemment, selon votre perception, et encore selon les grandes lignes de votre parti, quelles seraient les actions que vous aimeriez entreprendre dans Hochelaga? Des actions, qu'il faut le préciser, amèneraient une réduction de notre empreinte écologique dans notre circonscription, mais également une réduction de notre empreinte écologique dans l'environnement mondial. Le défi climatique, il est majeur. On en parlait en ouverture d'entrevue. On le prend très au sérieux à Québec solidaire et c'est pour ça qu'on a mis ça au centre de notre campagne électorale cette année. Le plan qu'on a mis de l'avant, le grand plan de transition qu'on appelle, vise à créer 300 000 emplois sur à peu près une dizaine d'années. Dans les technologies vertes, dans la transition, dans le transport collectif, je parlais tantôt du Grand Montréal Express, dans les voitures électriques, la construction des voitures électriques, l'entretien des voitures électriques, le réseau des bornes. Une des premières annonces qu'on a faites en ce sens-là, qui toucherait le Québec, mais qui touchera tout autant Hochelaga-Maisonneuve, c'est l'interdiction de vente des autos uniquement à l'essence en 2030. Donc, il ne sera plus possible d'acheter une voiture uniquement à l'essence. Une hybride sera possible en 2030. Vous voulez dire uniquement l'électricité? Non, l'hybride, c'est un peu des deux, un peu d'essence, un peu d'électricité. Et électrique aussi, évidemment, c'est ce qui est favorisé le plus. Mais on commence par la première étape, interdire les ventes uniquement d'autos à essence pour 2030 et arriver en 2050 avec l'interdiction de rouler avec des autos à essence au Québec. Et des gens nous ont taxés d'irréalistes, etc. Sauf que cette mesure-là, elle est basée sur des choses parfaitement similaires qui se font déjà en France et en Angleterre. Donc, tout ce qui est dans notre programme Un Québec solidaire
est inspiré de belles initiatives qui ont été faites ailleurs, qu'on pense qu'on peut faire parce que ces pays-là sont des pays comparables au Québec. Et je terminerai avec un enjeu qui n'est pas souvent abordé, qui est la rénovation éco-énergétique de nos bâtiments, parce qu'on passe trop souvent du temps à chauffer dehors, malheureusement. Parfait. Donc, nous allons, si vous le permettez, maintenant terminer avec la dernière question de ce bloc, c'est-à-dire le financement des télécommunautaires. Le milieu de la télévision communautaire souffre bien souvent de précarité financière. Chaque station de télévision est dépendante de redevances diverses. À titre d'exemple, le 1er juillet 2017, Télévision communautaire Frontenac s'est vu amputer son budget d'opération de plus de 54 suite à une délibération du CRTC. Pourtant, nous sommes les seuls médias télévisuels qui permettent d'offrir une information locale et de qualité aux résidents de la circonscription Sainte-Marie-Saint-Jacques et également Hochelaga-Maisonneuve. Conséquemment, quelles seraient les mesures que vous pourriez mettre en place pour assurer la continuité et la stabilité des télévisions communautaires au Québec et en particulier TCF? À Québec solidaire, on a toujours été impressionnés par le travail qui est fait par les centaines de groupes communautaires à travers le Québec. Hochelaga-Maisonneuve et Sainte-Marie-Saint-Jacques ont un très grand nombre de ces organismes ici pour des raisons historiques, la désindustrialisation, etc. Vous connaissez l'histoire. Donc, c'est évident que nous, on est en faveur de rehausser le financement à la mission et pas au projet. Souvent, c'est ça le défaut. Il y a des financements au projet, mais ce que les groupes ont besoin, c'est un financement à la mission de base et un financement qui va s'étaler sur plusieurs années. Donc, pas besoin de remplir de la paperasse à chaque année pour retrouver la même subvention et courir après ça, passer un tiers de son temps comme administrateur d'un groupe à vouloir chercher les subventions. Il va y avoir plus d'argent et elle sera sur une plus longue période pour assurer une stabilité. Et je terminerai en disant que ça fait longtemps qu'on parle de hausser le salaire minimum à 15 à Québec solidaire et on a su quand même qu'il y a des inquiétudes dans les groupes, je reviens à la question des groupes, que ça aurait un impact sur les finances parce que la subvention ne serait pas nécessairement haussée en conséquence. Donc, on a prévu dans notre budget, notre cadre financier, un montant aussi de 30 millions de dollars par année pour au moins 5 ans pour aider les groupes communautaires à traverser cette transition de la hausse du salaire minimum à 15 $. Parfait. Ma dernière question que j'aurais pour vous, c'est en terminant, M. Leduc, si vous êtes porté au pouvoir le 1er octobre, quel sera le premier geste que vous allez poser à titre de député de la circonscription Hochelaga-Maisonneuve? Je vais organiser un budget participatif. Malheureusement, au Québec, il y a des 125 députés ont un budget discrétionnaire pour des projets et malheureusement, il n'y a pas de comptes rendus qui sont faits à la communauté des gens de la circonscription. Je vais m'inspirer d'une initiative qui a été faite par mon collègue de Gouin, Gabriel Nadeau-Dubois, qui a pris 40 % dans un premier temps, dans le but de remonter potentiellement par la suite, 40 % de ce budget discrétionnaire et qui l'a livré à la population pour dire « amenez-en des projets, présentez-les, on va faire une assemblée, on va en discuter, les citoyens vont venir, ils vont échanger, ils vont voir les différentes initiatives et ils vont prioriser ce qu'ils veulent voir financé comme initiative du comté. Et ça fait en sorte donc de retirer le pouvoir discrétionnaire d'une seule personne de ce montant-là qui est dirigé à la communauté. Et ça fait en sorte de voir que les personnes découvrent des initiatives de leur coin et puissent échanger sur l'avenir de leur quartier. Parfait, c'est tout le temps que nous avions. Mais écoutez, M. Alexandre Leduc, merci d'avoir participé à cette émission. Ça me fait plaisir. Bonne journée. Bonne journée. En espérant que ces 4 entrevues vous permettront de faire un vote éclairé, voici ce qui conclut notre émission spéciale. Merci.